Je me tourne maintenant vers Martin Ziguélé, qui a été Premier ministre en Centrafrique et qui est président du MLPC, c'est bien ça, un parti politique. Monsieur le Premier ministre, on voit bien avec toutes les interventions qu'il y a une nouvelle donne quand même en Afrique. On n'est plus vers un partenariat tourné essentiellement vers les anciennes puissances coloniales. Quels ajustements, comment on s'organise dans vos pays, au niveau de la gouvernance publique, au niveau de l'incubation des projets? Quels sont les aménagements qu'il faut entreprendre? Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier l'Institut Amadeus de m'avoir invité pour une seconde fois. Et toujours sur le même thème, en fait, les relations économiques entre l'Afrique, l'année passée avec la Chine et cette fois-ci avec les BRICS. Je voudrais commencer en vous rappelant qu'il y a une vingtaine d'années, un diplomate occidental à la retraite avait écrit un éditorial historique dans un quotidien du soir de ce pays du Nord. Et il disait que si l'Afrique disparaissait dans les flots, personne ne s'en apercevrait. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup d'Africains étaient choqués. Mais je pense que c'était une interpellation qui a sonné le départ d'une nouvelle marche. Et aujourd'hui, globalement, je ne veux pas rentrer dans les détails, depuis la crise des États, la crise budgétaire, la crise des matières premières des années 90, qui a conduit aux ajustements structurels, l'Afrique, dans sa globalité, enregistre des bons résultats macroéconomiques. Nous sommes en période de croissance de 4 à 6% selon les pays, etc. Et phénomène très intéressant aujourd'hui, où on parle beaucoup de dettes, notamment en Europe, l'endettement des pays africains a été travaillé, traité, et nous sommes aujourd'hui autour de 30% de taux d'endettement par rapport au PIB dans la plupart des pays africains. Et ça, ce n'est pas rien. Mais l'Afrique, je pense que c'est notre problème à nous, Africains. Nous aurons 1 milliard de bouches en plus dans 50 ans. Donc, nous serons 2 milliards à peu près dans 50 ans. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie pour l'Afrique qu'il faut nourrir ces hommes et ces femmes, il faut les loger de manière décente, il faut qu'ils aient accès à l'éducation, à la santé, qu'ils puissent se déplacer et que l'Afrique puisse se développer en s'autofinançant. Et je crois que ma première réaction en tant qu'Africain, quand je vois les BRICS aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a de l'espoir, que le développement n'est pas un vain concept. Parce que ces mêmes pays qui constituent les BRICS, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., l'Afrique du Sud, il y a 30-40 ans, c'était des pays qui étaient considérés comme condamnés par la fatalité à la pauvreté. Chaque année, les journaux dans nos pays, dans les années 70, ne parlaient que des moussons, des ouragans, des tempêtes en Chine, en Inde, de la famine endémique, etc., etc. Aujourd'hui, ces pays-là, non seulement ont déjà émergé, mais développent une stratégie de puissance et d'expansion économique dans le monde. Donc pour nous, Africains, le premier message, c'est de dire que nous pouvons également nous en sortir. Mais ma deuxième réflexion, c'est de dire que le problème, une seconde fois, est de notre côté. Si d'aucuns sont organisés, ont une vision stratégique, pour donner une impulsion, pour donner un souffle nouveau à leur croissance économique, en allant vers l'extérieur, en se développant vers l'extérieur, en cherchant des marchés extérieurs, en cherchant des investissements extérieurs. Il faut que l'Afrique également ait une vision stratégique, endogène et partagée. C'est depuis 1963, depuis la création de l'Organisation de l'Unité africaine, que nous parlons de l'intégration régionale en Afrique. Où en est-on? Où est cette vision commune du développement? Où sont ces projets communs? Où est cette structuration de la vision stratégique de l'Afrique? Chacun y va seul discuter. Hier, avec les anciennes puissances coloniales, aujourd'hui avec les BRICS. Et est-ce que le résultat est critique? Est-ce que l'efficacité de cette démarche-là nous permet de sortir vraiment des trappes de la pauvreté? C'est ça la question fondamentale, je crois qu'il faut se poser. Je pense que le développement,
ce n'est pas simplement la croissance du PIB. Le développement, c'est un transfert réel de savoir-faire. Et j'allais dire de culture de développement. Comment on fait pour nous en sortir? Comment nous faisons pour nous en sortir? C'est vrai, nous avons 60% des terres cultivables. Nous avons les réserves, les plus grandes réserves mondiales de platine, de fer, de cuivre, de tout cela. Mais si nous vendons ces richesses, nous exploitons ces richesses, nous faisons de l'accumulation qui est aussitôt dilapidée, et que nous ne voyons pas de traduction dans la vie quotidienne de la majorité de nos populations de ce transfert d'actifs, mais nous nous retrouverons au bout de la course sans rien, comme la cigale qui a chanté tout l'été et qui s'est retrouvée en hiver sans rien. C'est un problème important. Et je pense là à l'expérience hollandaise en matière de gestion des ressources naturelles. Mais je reviens encore sur un cas concret, parce que je voudrais qu'on parle de cas concrets. Le développement, comme disait Lénine, c'est les soviets et l'énergie. Regardez le problème de l'énergie en Afrique, et plus particulièrement en Afrique centrale. S'il y a une seule région du monde où il ne devrait pas y avoir de problème d'électricité et de problèmes d'énergie, c'est bien en Afrique centrale. Le barrage d'Inga en RD Congo, qui a été construit depuis plus de 20 ans et qui est un éléphant blanc, il ne se développe pas, il ne produit pas d'électricité. Et tout autour, vous avez des pays qui vivent, ce n'est pas un jeu de mots, dans l'obscurité. Donc les problèmes sont là. Il faut que nous ayons une vision stratégique autogénérée et, j'allais dire, auto-pensée, c'est peut-être un pléonasme. Alors, je pense que l'illustration de ce qu'il faut pour l'Afrique vient d'une image que les médias racontent très souvent en Afrique, mais pour faire rire. Mais moi, ça ne me fait pas rire parce que je pense que la philosophie de notre démarche, ou de ce qui devrait être notre démarche, se trouve là. Alors, justement, pour illustrer le boom des secteurs des télécoms, on dit en Afrique que quelqu'un est arrivé, on a débarqué quelqu'un en Afrique, au milieu de l'Afrique, et puis il appelle son siège en dehors de l'Afrique et il dit « Ouh là là, tout le monde ici marche pieds nus. Tout le monde ici marche pieds nus, je ne peux pas vendre les chaussures que vous m'avez confiées. Envoyez-moi un billet, je repars par le prochain avion. » Et puis on lui envoie le billet et il repart. Et puis un deuxième marketeur arrive, il dit « Ouh là là, tout le monde ici marche pieds nus, c'est un marché fantastique. Envoyez-moi des conteneurs de paires de chaussures. » Et on lui a envoyé des conteneurs de paires de chaussures et il a vendu ces paires de chaussures-là à tous ces Africains qui marchaient naturellement pieds nus. Mais moi qui suis Africain, je ferais un raisonnement différent. Je dirais que envoyez-moi simplement des stylistes qui peuvent concevoir des types de paires de chaussures qui peuvent permettre aux Africains de marcher, de porter des chaussures qui correspondent à leurs pieds, mais nous allons, au lieu de manger les animaux avec leur peau, nous allons utiliser les peaux des animaux qui pullulent en Afrique pour faire de la tannerie, pour faire du cuir et pour faire les meilleures chaussures qu'on puisse trouver au monde et qu'on exporte ça dans le monde entier. Voilà un peu ma vision des choses. Donc, je schématise ça en disant, par rapport à l'éditorialiste de 1992, je me réjouis du fait que l'Afrique n'a pas disparu. Et non seulement il n'a pas disparu, il intéresse de nouveaux opérateurs. Et naturellement, ceux qui étaient là en premier n'ont pas vu la vague venir. Il y a d'autres qui ont vu la vague venir. Et tout cela, c'est très bien. Si on s'intéresse à vous, c'est positif. Mais nous, Africains, disons-nous que si on s'intéresse à nous, ça ne va pas durer éternellement. Parce que les ressources que nous avons sont des ressources épuisables. Et il faut qu'en contrepartie des actifs qui disparaissent définitivement, nous ayons au moins la culture du développement et que nous puissions nous développer en protégeant les rares richesses qui nous restent. Mais ceci dit, je crois qu'aujourd'hui, que ce soit dans les BRICS, que ce soit dans les pays en développement, que ce soit dans les pays développés, je veux dire, il y a une frange importante de l'opinion qui comprend très bien que le développement sera partagé ou il ne sera pas. Parce que ça, c'est l'aspect sécuritaire du développement. On ne peut pas ignorer un continent qui a 2 milliards d'habitants, qui en aura plus dans 100 ans, n'est-ce pas? Sinon, ça pose des problèmes pour l'équilibre de la sécurité dans le monde. Donc, au moins pour ces raisons-là, je pense que nous devons avoir foi en Afrique et en la coopération, aussi bien avec les BRICS qu'avec les partenaires traditionnels. Monsieur le Premier ministre, vous venez de le rappeler, votre région, tout spécialement l'Afrique centrale, a toutes les ressources nécessaires. Vous avez un réseau hydrographique, vous avez des matières premières,
vous avez du pétrole. Vous avez des partenaires aujourd'hui, comme notamment nos amis chinois, qui ont les fonds nécessaires pour développer toutes ces infrastructures. Et on a l'impression que tous les projets d'intégration régionale butent sur des questions politiques et d'entente des dirigeants. Comment on peut faire? Est-ce que c'est à vos amis chinois de faire passer le message politique aussi à ces organisations régionales, à ces dirigeants politiques? Oui, ce que vous dites est absolument vrai. Et j'allais dire que c'est pour cette raison aussi qu'on s'est engagé en politique, c'est que le développement ne s'impose pas, le développement est voulu. Ça veut dire que les hommes et les femmes en Afrique doivent vouloir le développement. Il faut qu'il y ait des sociétés civiles qui sanctionnent des politiques, qui sont pro ou anti-développement. C'est la société civile, c'est les hommes et les femmes, les citoyens d'un pays qui peuvent pousser vers le développement ou pas. Les citoyens d'un pays, les populations, comme on dit aujourd'hui, ne sont pas un facteur neutre dans la stratégie de développement. Ils ne sont pas un variable d'ajustement, comme on dit. Ils sont les acteurs et les bénéficiaires du développement. Ils doivent impulser le développement. Si les structures d'intégration régionale ont échoué, notamment en Afrique centrale, je pense que c'est parce que ça a été pensé d'abord comme l'affaire des États, et j'allais même dire des chefs d'État. Les populations regardent des chefs d'État qui se regroupent tous les 6 mois ou tous les 12 mois, qui parlent d'un certain nombre de sujets et qui se retrouvent l'année d'après dans un autre pays, mais ils ne vivent pas le développement. Je cite toujours 2 cas extraordinaires. Mon pays, la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville sont des pays voisins depuis que le monde existe. Il n'y a pas de route entre la RCA et le Congo. Il n'y a pas de route, 2 pays frontaliers. Mon pays, la RCA, fait face au Congo, à la République démocratique du Congo, comme ce hall l'a fait face à l'hôtel de l'autre côté. Et entre nous, il y a le fleuve Ubangi, qui un peu plus bas devient le Congo. Il n'y a aucun pont, je dis aucun pont, entre la RCA et la République démocratique du Congo. Depuis que la Terre existe, il n'existe pas de pont. Et on fait comme on a fait avant l'arrivée des colonisateurs, c'est-à-dire pour aller de Bangui à RD Congo, on prend la pirogue jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est quoi l'intégration? Lorsque vous racontez, lorsque vous expliquez à ces populations-là l'intégration, ils ne voient pas de quoi il s'agit, parce que cela n'existe pas dans les faits. Donc voilà la problématique. Le politique, c'est aussi les actes posés. La politique, c'est la concrétisation des vœux des populations. Donc si on ne voit rien, pourquoi vous voulez qu'on croie à ce qu'on ne voit pas? C'est vrai qu'on croit en Dieu qu'on ne voit pas, mais en fait, le développement, il faut qu'on en bénéficie pour y croire. N'est-ce pas? Je voudrais poser une question maintenant à M. Coleman. Il y a une nouvelle présidente de la Commission de l'Union africaine qui est sud-africaine. Dans ses premières allocutions, on a eu l'impression qu'elle voulait mettre le développement des infrastructures et l'intégration régionale au centre de sa politique. Est-ce que, selon vous, qui la connaissez peut-être, c'est la bonne personne et est-ce que ça va permettre de dynamiser tous ces projets d'intégration, de développement économique? Luckily, I'm a modest banker, and I'm not in a position to comment on whether she's the right person at the right time, but I sincerely hope so, for everybody's sake. Look, I think she's a very well-respected individual. I must say, I think the issue is slightly different, though. The truth is that I think the continent's development, and perhaps we are risking over-marketing Africa here. But the reality is Africa is coming off a very low base, a low economic base, with lots of hope, lots of promise, and a lot of partners that are starting to work together in a very productive and constructive way. But each country, each of the 53, 54 countries in Africa has to do its own part to reform itself, to reform the institutions, and create a very productive public sector that will take things forward. So when you think about what the African Union can do, the African Union can help countries create institutional capacity, technical skills, design projects, get the right partners. But the Prime Minister is correct. It's up to the individual countries and the people of those countries to make these projects happen,
if you take the Inga Dam is 10,000 megawatts potential of hydroelectric power. So sustainable, clean energy, and it could absolutely transform that region of the world. But it requires the DRC, Angola, South Africa, Botswana to cooperate and to make it happen. And it requires a huge amount of commitment from all of those countries, supported by the World Bank, supported by the IFC, supported by the African Union, supported by the Chinese, to make it happen. It could happen, but there needs to be political will in each of these countries. Right now, it doesn't work. And it's an old project. It's a pie in the sky project at the moment, with huge potential. So, again, I think it's very, very important that we just humble and say it's important that the institutions in those countries become productive. The public servants, the service, is elected by effectively the electorate in the countries, and their job is not to just consume salaries. Their job is to actually be productive. And I say that everywhere I go. It's the same for the private sector and the same for the public sector. Our responsibility is to make these economies grow and to be productive beyond just consuming the salaries that we're paying public servants. Merci. Et je sais que l'électricité est une priorité très importante en Afrique du Sud pour tout votre développement industriel. Je voudrais poser la question maintenant à Monsieur l'ambassadeur Zong. On voit que la Chine a des relations bilatérales très importantes. On sait aussi que vous avez une approche continentale, vous avez financé le nouveau siège de l'Union africaine, mais est-ce que, comme les Européens, vous avez l'ambition de travailler avec les organisations régionales? Parce qu'il y a beaucoup de projets que vous faites dans les pays, des projets routiers, des projets de ponts, qui pourraient être aussi des grands projets sous-régionaux. We are happy to see that African Union pay a lot of attention, now emphasize on the infrastructure of the whole continent. And AU is playing a very important role. And according to, yes, I remember that, South Africa is being nominated as the chairman of the group, lead a group of countries who actually lay the plan for the future infrastructure planning, particularly for transportation for the whole continent. This kind of coordination is very, very important and necessary. And we pledge ourselves to give our hands to them. We are very happy to participate and cooperate in this planning of the future infrastructure build-up. And just you ask about Madam Zuma, whether she is a capable lady of doing that. And when I was ambassador there, she was first the foreign minister, then the minister for home affairs. I understand she is a very capable lady. When she doing as the foreign minister, the foreign ministry is in very much order, system and working very effectively. And you know the home office, when she took over, was a little bit not in a very good order, and she took only, I think, something less than a year's time to put the whole home office in a very good order. So I think she probably is the lady African Union needs to manage things. Of course, it is under the political leadership of the African countries' leaders. So I think we see a very, very good, bright future for this continent with everyone participate. And I totally agree with Prime Minister's idea. When you have the willing to do it, and when you have the opportunity to do it, and when you have the partner helping to do it, you'll probably be on the way to be success. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, un petit quart d'heure. Je crois qu'il y a des questions dans la salle. Je vous propose que vous donniez vos conclusions après avoir répondu aux questions de la salle. Ça nous permettra de gagner un petit peu de temps. Une toute dernière question concernant vos investissements.
investissement marocain, investissement mexicain, investissement chinois en Afrique, on voit qu'il y a des zones de tension actuellement. Il y a des crises qui vont de la Corne de l'Afrique jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Comment, dans ces conditions, la plupart de vos pays sont non interventionnistes, sont pour que les organisations régionales, les pays eux-mêmes, règlent leurs questions sécuritaires. Mais est-ce qu'il ne va pas falloir se pencher aussi un peu sur ces questions ? Je ne sais pas qui veut répondre. Tu veux répondre ? Monsieur le ministre. On va laisser Monsieur le Premier ministre répondre et après je répondrai. Il a vécu cela de plus près, mais nous l'avons vécu aussi sur le conflit en Côte d'Ivoire, sur lequel je peux revenir. Il me semble que vous posez la question aux pays qui, oui, comme mon pays n'est pas encore en mesure de faire des investissements à l'extérieur, je repasse mon tour à Monsieur le ministre. Bon. Je vais aller un petit peu plus précisément dans la question, si personne veut répondre. Je vais prendre l'exemple de la Chine, encore une fois. La Chine a investi beaucoup d'argent ces dernières années, notamment dans des pays comme le Soudan. Elle a aussi des navires de pêche. Et on a vu qu'elle était souvent prise, parce qu'il y a eu des attaques de ces navires. On connaît la politique chinoise. Est-ce qu'il ne faut pas quand même réfléchir à des mécanismes de sécurisation des investissements et à aider ces pays, ces organisations régionales à régler ces questions sécuritaires qui sont vraiment très importantes pour le développement économique et des infrastructures de ces pays ? Thank you very much. Of course, we have interest there, and the interest, when you have the interest, even if you don't have direct interest there, just like I have said that African continent is our brothers sisters. We have a long-term relationship with them, traced to the back. We have strong feelings towards them. So we just not like, excuse me if I be frank, that we just don't let them have the trouble. No, we help them to solve the trouble. But how to do it could be quite different. We have a few cases before that they just come directly, do it themselves, outsiders, trading with the trouble they see here. But that kind of method of helping Africa do not always result in an acceptable way. Just like what we have in Sudan, we strongly support the AU and also the panel led by former President Mbeki to solve this. We see this is the way of called the African solution of Africa. You don't replace them, do the leading role yourself, because you are not in this culture. You don't, and even if you want to do something good, but eventually you're actually doing something bad. So helping Africa, supporting Africa to solve African problem with the African solution is what we are doing. I think this is the correct way of doing that. This is the correct way also not only protect the African, also protect your own interest. This is what we are doing. We don't just let that happen and the turning in different attitude. That's not correct. That's not the brother you claim yourself to be. That's the way it is. Thank you. Ok. On va prendre 2 ou 3 questions. Je crois que monsieur, deuxièmement, là-bas, je vais vous demander de vous présenter et vraiment de poser une question très rapide. Okay, thank you very much. I'll present myself. I'll be very brief. I'm Gilbert. I'm from Kenya. I have 2 questions, but they are kind of related. First of all is to the former Prime Minister, Mr. Zigele, and Mr. G. Nahua. My question is concerning the transfer of technology. Like, for example, when we find that the China, for example, we talk of the BRICS, is there any plan or are there any strategy that have been designed by the BRICS to ensure that there is transfer of technology to the African states? For example, when we take the construction of roads, is there a possibility or is there a strategy that when the roads are constructed by the Chinese engineers, there is a transfer of technology to the African states?
And the second question is also related to the Prime Minister. He was a former Prime Minister himself. I would like him to tell the audience what are the strategies or what were the plans that they put in place to ensure that there's a possibility of transfer of technology, because actually we know that Africa is now one of the biggest economies, with the economies growing at 2 figures like Ghana. So what are these strategies they put in place? Thank you very much. Je vois que ça ne porte pas bonheur d'être ancien Premier ministre en Afrique. Bon, alors, je voudrais d'abord répondre à la première question. Ce n'est pas aux BRICS de concevoir une stratégie de transfert de technologie. Quand on pose la question de cette manière-là, je pense qu'on inverse les responsabilités. C'est à nous, c'est-à-dire c'est à nous, Africains, puisque les transferts, les travaux, les projets, etc. se font dans des cadres de contrat, c'est à nous, Africains, de maîtriser d'abord la vision politique qu'il doit y avoir derrière les contrats portant sur des projets de développement, pour y inclure donc le transfert nécessaire de technologies, mais aussi d'autres avantages connexes, comme par exemple la localisation de l'assurance des grands projets que nous faisons dans nos pays. Par exemple, le cofinancement avec les institutions financières locales. Parce que ce que nous ne pouvons pas en 10 minutes tout dire, mais il y a en Afrique des pays où les banques centrales n'arrivent pas à trouver des emplois pour leurs ressources, pour les ressources des banques, mais où l'État s'endette pour financer des projets de développement, parce que tout simplement les ressources détenues par les banques ou les banques centrales ne sont pas des types de ressources qu'on peut immobiliser à long terme dans des projets de développement. Donc, il y a beaucoup de travail à faire par nous-mêmes. Et je suis tout à fait d'accord que ce travail-là, jusqu'aujourd'hui, nous ne le faisons pas de manière satisfaisante. Deuxièmement, en Afrique également, nous constatons que lorsque nous avons des cadres qui vont étudier, qui font de l'engineering aux États-Unis, en Chine et ailleurs, lorsqu'ils entrent en Afrique et qu'il y a des projets, ils ne sont pas sur le terrain en train de travailler comme les ingénieurs qui viennent du Brésil, de Chine, etc. Là également, c'est un problème de culture de développement dont je parlais tout à l'heure. Parce que le problème n'est pas un niveau de prendre des textes ou de rédiger de très bons contrats, mais c'est de faire en sorte que nous nous impliquions absolument. Parce que nous ne pouvons pas être des sujets du développement, nous devons être des acteurs de développement. Voilà ce que je pourrais vous répondre. Je crois qu'il y avait une autre question. Non ? Oui, il demandait, est-ce qu'il y a des stratégies qui ont été mises en place? Bonjour, je me présente, Sarah Aboudamé, étudiante à l'ESCA École de Management Casablanca. Alors, ma question s'adresse à Monsieur Mzoua. Alors, je voudrais savoir, dans une conjoncture économique très morose et un taux de croissance revu à la baisse qui va s'articuler autour de 3% en fin 2011 contre 4,2% en fin 2011. Et à côté, un nouveau gouvernement qui, à mon sens, manque d'expertise. Comment pouvons-nous qualifier le Maroc comme étant un pays émergent? Merci beaucoup. Je vous laisse répondre. Vaste question, mais intéressante. Le Maroc a ce que j'appelle un corridor de croissance mécanique qui doit se situer normalement autour de 4%. Tous les investissements que nous avons réalisés sur les 10 dernières années, la diversification économique, la bonne santé de l'économie, l'orientation de l'économie font que nous sommes assis sur un corridor de croissance mécanique qui doit se situer autour de 4%. Nous avons également un corridor de consommation qui est également tendanciellement positif. La question, toujours, est de dire, quand on a une vision stratégique, une stratégie de développement, est-ce que la dynamique qui sous-tend cette vision stratégique est maintenue ou pas? Le Maroc a connu un changement de la Constitution.
l'arrivée d'une nouvelle équipe aux affaires. Et cette équipe, probablement, n'a pas été suffisamment efficace pour maintenir cette dynamique et maintenir la visibilité et donc la vision pour les acteurs et les opérateurs, ce qui fait que nous avons eu une année un peu perturbée, qui s'est traduite justement par un recul de la croissance et par l'acceptation du fait que la crise économique, qui est à sa 5e année, que nous avons piloté, géré de manière à ce que jamais la dynamique ne s'arrête, parce que toute la problématique est comment maintenir la croissance, et non pas comment, parce que sans croissance, on ne peut pas régler les problèmes, comment maintenir la confiance pour que la dynamique de l'investissement ne s'arrête pas, comment maintenir la croissance pour que le financement de l'économie puisse continuer à tourner sans difficulté. Nous avons effectivement une année difficile, qui va se traduire certainement par une croissance qui va se situer autour de 2,7 à 3% au meilleur des cas. L'année 2013 ne se présente pas sous les meilleurs auspices, parce que quand on n'a pas d'investissement, quand on n'a pas suffisamment d'investissement, quand on n'a pas suffisamment de dynamique économique, les effets se font ressentir sur les années d'après. Mais le Maroc a un potentiel important. Il a arrêté une stratégie, il a donné des résultats. Je pense que tendanciellement, le Maroc peut revenir à son palier de croissance qui était autour de 5%, et que grâce justement à la nécessité, et je crois que c'est là où il y a l'urgence, de recadrer les messages, de recadrer les priorités, de confirmer les choix du Maroc en matière de positionnement stratégique, mais également en matière de choix économiques et de choix sectoriels, pour que la dynamique revienne et pour que la confiance revienne. C'est vrai, toute transition politique est une transition qui laisse des impacts et des effets. Maintenant, nous sommes à un moment où ceux qui ont la responsabilité de diriger le pays aujourd'hui doivent être suffisamment transparents, clairs et suffisamment perspicaces pour redonner l'impulsion à l'économie et redonner l'impulsion à l'investissement et la croissance. Je le confirme, le Maroc, comme je l'ai dit, est assis sur un corridor de croissance intéressant. Il ne faut pas que ce corridor de croissance s'arrête ou se grippe. Merci, Monsieur le Ministre. Une toute dernière question, Monsieur. Bonsoir et merci. En fait, je Présentez-vous, s'il vous plaît. Hamza Sorroukh, responsable ingénierie logistique. En fait, je félicite les organisateurs d'avoir choisi ces panels d'une manière successive. Et de fait, je vais poser une question qui est en relation avec le panel précédent et celui-là. En fait, les pays du BRICS, est-ce qu'on sont les pays qui prétendent le nouveau ordre mondial face aux détenteurs de l'ancien ordre mondial ou l'actuel ordre mondial? Est-ce que l'Afrique, dans ce cas, est le dernier templier dans cette guerre entre deux puissances, une qui émerge et une autre qui est en voie de disparition? Deuxième question, c'est sur le know-how, sur la technologie. Je pense que l'Afrique ou les pays du Sud en général ne devront pas seulement se collaborer entre eux, parce qu'effectivement, il y a dans tous les pays du Sud, y compris la Chine, une faiblesse technologique. C'est-à-dire que nous, on parle maintenant d'une nouvelle génération de technologies, de produits, d'industrie, d'économie, et que tous les pays du Sud sont très mauvais dans cette économie. Il faut savoir maintenant comment acquérir le savoir du pays du Nord vers le pays du Sud, notamment dans les économies comme la nanotechnologie, comme l'énergie renouvelable, etc. Quelle est la stratégie des pays BRICS et les pays émergents? Merci. Monsieur Yong Wang, voulez-vous répondre à la deuxième question tout de suite? Et la première question nous servira de conclusion. Sur le transfert technologique. I think I would like to pick up the second question. Actually, this question was repeated to be raised by our couple of audience. Know-how or technology transfer, I think,
In terms of the terminology, it's one of the contents of international trade, import and export. I mean, the buying and the selling technology. I think the question is not in these aspects. It's in a higher level to understand this question. That means when international cooperation was done, the technology was transferred from one destination to another. To me, from the perspective of investment, the transferring of technology from China to Africa is happening every day. I can give you an example in Kenya. We just cut the ribbon of a highway from the downtown capital to the airport. Actually, it is jointly designed by the engineers of China and Kenya. So we can't say that it is a work designed by Chinese engineers. It's a joint one. And another example happened in Ethiopia. That's a project that we invested. We set up a glass factory, and it is the first one in Ethiopia and in the eastern part of Africa as a whole. So according to the Prime Minister Meles saying that this factory ended the history that African cannot produce glass in their homeland. Now it is running for about 3 years already. And I can tell you, 85% engineers working in this plant are the local. Monsieur, yes, I should say one word. The technology of China today is not the most advanced in comparison with the Western, but there's no obstacle for us to apply our technology in a proper way in African continent together with our investment. Thanks. Mr. Colin, I think you want to respond on the same question. Just 1 minute on the first question on Mr. Zigele. Veut aussi intervenir sur la première question. Donc ça va être la conclusion. Oui, je voudrais... Non, Mr. Coleman, et à la fin, c'est vous. On a commencé par Prime les Minister, you go first. No. You will finish. Okay? Okay. I think the question, as far as I understood it, was, in the rise of the BRICS, will Africa get left behind or will it be taken forward? The truth is it's up to Africa. But let me just say this. There's no doubt that in the context of Europe underperforming, we're talking about growth rates in Europe of 0.3%. In the United States, benign growth rates, very low growth. And the BRIC countries, on balance, are carrying the world economy. Africa is growing around 5%. So the truth is that investors, multinationals, large corporations around the world have noticed this about Africa. And they are increasingly asking the question, how can they invest in the Africa growth story? So we are at a peculiar stage in the world where, on the one hand, some of our trading partners are in a very difficult position. On the other hand, we can benefit from getting those potential investors to invest alongside Africans. And so I always say to everyone in Africa, we Africa have our wind to the back. And if we do the right things, we can grow the economies of Africa significantly. If you add to that, that we have partners from Brazil, Russia, India, and China who want to collaborate with us on the world stage. Take one example, the appointment of the IMF or World Bank or the restructuring of the United Nations, which we talked about earlier. The BRICS provides the leverage for otherwise relatively small countries on the world stage to combine points of view. And so Africa has in the BRICS political alliance a political home, and we have in those partners
economic actors that are hugely powerful. Without them, Africa would be relatively unleveraged in those negotiations. So if our African colleagues, the African Union, the big countries in Africa combine effectively, I think we will be in a much better position to play our role both on the world stage and in attracting investments into Africa. But it's really up to the countries. Please go. Le mot de la fin pour Monsieur Martin Ziguélé. Je vous remercie. J'ai la redoutable responsabilité de rappeler, par rapport à la question de monsieur, il demandait où se situe l'Afrique. Mais c'est nous qui devons dire où doit se situer l'Afrique. Il y a des éléments qui doivent nous faire réfléchir par rapport au cheminement des BRICS ou des autres pays qui ont précédé les BRICS sur le chemin de développement. La première chose, il ne vous aura pas échappé que chaque pays membre des BRICS est un grand pays géographiquement. Deuxièmement, généralement, c'est des pays très peuplés. Troisièmement, c'est des pays où la direction politique, donc la vision stratégique, est forte et n'est pas fluctuante. Ces trois éléments-là permettent de travailler dans la durée. Je pense que, là encore, je vais citer un proverbe africain qui dit que lorsque vous arrivez quelque part et que les gens sont en train de danser, vous vous asseyez, vous regardez comment ils dansent avant de vous mettre dans la danse. Mais le problème avec nous, c'est que ça fait plus de 60 ans que nous regardons les autres danser et nous n'arrivons pas toujours à comprendre dans quel rythme ou à quel rythme se fait la danse. C'est ça le problème. Il faut que nous soyons unis. 53 pays africains, 53 stratégies différentes de développement, 53 ministres des Finances, 53 ministres de la Planification, 53 ministres de l'Économie. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque nous nous retrouvons devant des partenaires unis et en tout cas qui savent où ils veulent aller, nous avons perdu d'avance dans le débat. Deuxièmement, il faut que l'intégration sous-régionale, secteur par pays et secteur par secteur géographique en Afrique, devienne une réalité pour que nous pensions les routes, les voies de communication, les problèmes de développement de l'agriculture, les problèmes de développement de la santé, etc., que nous les pensions ensemble pour que nous puissions avoir le poids nécessaire pour construire, pour bâtir une démarche durable. Donc je ne veux pas monopoliser la parole. C'est à nous de nous poser la question, et je pense qu'il est temps de nous poser cette question-là. Qu'est-ce que nous devons faire de manière intelligente et structurée et ensemble pour que tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique puissent avoir en face d'eux des interlocuteurs qui savent où ils veulent aller. Voilà. Monsieur Mezouar, je crois que vous voulez intervenir. Normalement, c'était fini. Je vous laisse une minute. Non, juste pour dire à Monsieur le Premier ministre que je suis d'accord d'une manière générale, mais je le trouve un peu dur avec l'Afrique. Et donc, écoutez, je sillonne l'Afrique depuis 20 ans. L'Afrique est en train de changer. Les élites et les nouvelles élites qui arrivent en Afrique sont des élites qui sont en train de changer progressivement la réalité de ces pays. L'Afrique est de plus en plus stable, malgré quelques foyers de tension, et on connaît ce qu'il y a derrière ces foyers de tension. Je pense que les espaces régionaux commencent à se former progressivement, des leaderships régionaux commencent à émerger, ce qui va aider à ce qu'il y ait des locomotives régionales qui développent et qui tirent vers le haut. Mais attention, je sais en même temps aujourd'hui qu'il y a beaucoup de détracteurs de l'Afrique. Il y a certaines théories qui se développent aujourd'hui pour dire, vous allez voir, l'Afrique, ça va être une illusion d'optique. Justement, il ne faut pas que l'Afrique, ou ce qui se passe en Afrique, ou la transformation et les mutations en Afrique soit une illusion d'optique. Et naturellement, c'est le travail du politique, c'est le travail des élites, et c'est le travail de tous ceux qui croient dans ce magnifique continent avec des richesses exceptionnelles et considérables, d'abord humaines avant qu'elles ne soient matérielles. Et c'est cette richesse humaine qui manque aussi à d'autres continents qui sont arrivés à saturation et qui manquent aujourd'hui d'ingéniosité. Quand on va en Afrique, on voit la vie,
on voit l'espoir, on voit également la détresse à côté, et c'est ce qui explique toute l'énergie que nous devons avoir pour que ce continent, magnifique continent, devienne un grand continent économique, mais aussi un grand continent culturel, politique et social. Merci, Monsieur le Ministre. Je crois que votre petit débat final pourrait peut-être faire l'objet l'année prochaine d'une session. L'Afrique est-elle sur la bonne voie? Je vais vous demander à tous de rester parce que maintenant doit avoir lieu dans cette même salle la cérémonie de clôture. Et je ne sais pas, je dois faire signe aux organisateurs, je ne sais pas comment ça se passe. Je pense que nous pouvons nous lever, mais nous enchaînons directement sur la cérémonie finale des MEDES. Merci à tous d'avoir participé à ce panel.